commence la vidéo, je suis déjà remontée comme un coucou, là ça va pas du tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'adaptation du roman Tout le bleu du ciel. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je pensais pouvoir me calmer et avoir un avis très détaché, très objectif. Je suis pas sûre du résultat, mais c'est le mieux que je puisse vous proposer. D'ores et déjà, si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, mais aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et à me laisser en commentaire votre avis sur le film Tout le bleu du ciel. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer d'aller un peu plus loin que c'était pas bien, parce que ça me semble pas très constructif. On va essayer d'analyser pourquoi, selon moi, c'est une mauvaise adaptation. Pourquoi, selon moi, est-ce que le film lui-même est un mauvais film. On va d'abord faire une petite introduction, une petite contextualisation. Je vous ai déjà parlé une seule fois de ce roman dans une vidéo qui s'appelle 5 romans que j'adore, il me semble, que je vous mettrai juste ici et que je vous mettrai aussi à la fin. C'est un livre que j'ai découvert à l'été 2023 lors d'un voyage en Grèce. Et ça a été une véritable claque, un coup de cœur monstrueux, j'ai adoré, j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai trouvé ça d'une poésie absolument incroyable. Il est écrit par Melissa d'Acosta qui est maintenant la romancière la plus vendue en France depuis 2 ans. Elle a dépassé Musso qui a été pendant longtemps l'auteur le plus vendu en France. Et elle a un petit peu renversé le monde littéraire puisque personne s'attendait à un tel succès. En 2019, elle sort son premier roman, Tout le bleu du ciel, et ne serait-ce que la première année, il se vend à 10 000 exemplaires. Alors pour ceux qui ne savent pas, un premier roman, la moyenne de vente c'est environ 500 à 800 exemplaires. Autant dire qu'elle l'a complètement explosé. Je continue avec les chiffres. En 2021, il s'est vendu à 614 000 exemplaires, ce qui fait de lui le 8e roman le plus vendu cette année-là. Actuellement, il s'est vendu en tout à 1,5 million d'exemplaires. Pourquoi est-ce que j'insiste absolument là-dessus? C'est pas n'importe quel roman là dont on parle. Il y a beaucoup de gens qui sont très fans, il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, et donc évidemment, tous ces gens-là avaient des attentes monstrueuses sur cette adaptation et j'en fais clairement partie. Pour l'histoire, rapidement, on va suivre le personnage d'Émile qui a 26 ans et ça c'est un élément très très important pour la suite. Il a atteint malheureusement d'une maladie, donc c'est un Alzheimer précoce et que les médecins lui ont dit qu'il lui restait grossièrement 2 années à vivre. Toute sa famille veut absolument qu'il suive des traitements acharnés, qu'il aille à l'hôpital, etc. Mais Émile c'est pas du tout ce qu'il souhaite, donc il va prendre un van et décider d'entreprendre le voyage de sa vie. Et pour ça, il se dit qu'il va pas partir seul. Il décide de poster une annonce sur un site pour trouver un compagnon ou une compagne de voyage pour ses derniers instants. Rapidement, il va avoir une réponse d'une jeune femme qui s'appelle Joanne et qui va décider de partir avec lui à l'aventure. Donc ils vont faire notamment le tour des Pyrénées et ça va être un voyage initiatique. Ils vont apprendre à se connaître, à se faire confiance et je ne vous spoile rien si je vous dis qu'une romance va naître entre les deux. L'annonce de la vente des droits pour l'adaptation a été faite en juin 2024, ce qui est quand même assez récent, et qui va s'occuper de ce bébé, de ce joyau de la littérature française contemporaine, c'est TF1. TF1 qui va être aidé de Netflix, mais aussi d'une chaîne de télévision belge. Et là, selon moi, on touche au premier problème, qui est que l'adaptation de ce roman phare sera un téléfilm et pas un film. Et selon moi, ça fait beaucoup de différence. Je vous refais la temporalité. 2019, sortie du roman. Juin 2024, l'annonce de la vente des droits, ainsi que l'annonce du casting. Le casting, je vais vous le donner maintenant. Camilou dans le rôle de Joanne. Camilou, elle a fait énormément de téléfilms, mais aussi de séries pour TF1, donc c'est un choix qui est selon moi pas si déconnant que ça, d'un point de vue réseau et marketing, hein, pas d'un point de vue artistique évidemment. Celui qui interprète le rôle d'Émile, c'est Hugo Becker, qui lui aussi est très familier des productions TF1. Et il faut savoir que ces deux-là ont déjà joué ensemble dans une série. Cette série, c'est le remake français de la série américaine This Is Us, qui est très connue aussi d'ailleurs. Ces deux acteurs sont extrêmement, voire omniprésent dans le paysage télévisuel français.
Déjà, premier truc, on en a marre en fait. Ensuite, l'âge des acteurs, qui pour le coup, selon moi, a une vraie incidence sur la qualité du film. Ou du moins sur le fait que ce n'est pas une bonne adaptation. Hugo Becker a 38 ans, le personnage d'Émile en a 26, et c'est quand même un gros élément de l'intrigue. C'est quand même une grosse partie du drame dans ce livre. C'est qu'une personne aussi jeune va mourir en fait. 38 ans, 12 ans d'écart, et je vous le dis, ça se voit. Ensuite on a Camilou qui a 32 ans, donc là l'écart d'âge est un peu plus petit. N'empêche que ça se voit que les acteurs n'ont pas l'âge des personnages. Heureusement dans le film ils ont essayé un petit peu de squeezer ça et de mettre ça sous le tapis, puisque dès la bande-annonce, on a une voix off qui va lire la fameuse annonce que Émile va poster, où dans le roman il donne son âge. Là on va dire jeune homme. Alors, désolé, selon moi, 38 ans, jeune homme, ça le fait pas. Ça le fait pas. TF1 a fait ce qu'on appelle un choix stratégique et cohérent. Ils ont pris leurs deux vedettes qui avaient déjà tourné ensemble, donc ils se sont dit que ça passerait mieux et qu'ils auraient moins de temps du coup de préparation puisqu'ils se connaissent déjà et ils ont apparemment une alchimie à l'écran. On va en parler après, je suis pas sûre d'avoir vu ça. Voilà, ça permet de pas trop perdre non plus le téléspectateur. Imaginez si on mettait des acteurs qu'on n'avait jamais vus, ça aurait choqué tout le monde. Le fait que ce soit un téléfilm, vous allez me dire, ben en vrai ça change rien, c'est juste que ça passe à la télé ou ça passe sur Netflix. Oui, mais on sait que les téléfilms demandent beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de préparation et beaucoup moins d'équipe, etc. qu'un film classique qui va sortir en salle. Le tournage a commencé fin septembre 2024 et le film, je vous le rappelle, il est sorti fin janvier 2025. Vous voyez pas un problème? Le tournage a dû être extrêmement court et en plus de ça, la post-production a dû être, et ça se voit, hyper rapide, bâclé en fait. Selon moi, l'adaptation de ce roman par TF1 a été purement et simplement un coup marketing, c'est-à-dire que le truc a pas dû coûter très cher, ils ont pris des acteurs qu'ils connaissaient, donc même pas besoin de faire un casting. Et en plus de ça, le public est beaucoup moins exigeant quand il s'agit d'un téléfilm, puisque on le voit à la télé, ou alors il faut payer un abonnement Netflix, mais ça reste qu'il ne faut pas se déplacer en salle, donc l'investissement est moindre. Je trouve ça un peu dommage que je vous ai donné les chiffres. Ce roman qui est un grand succès et qui a une énorme fanbase, soit adapté en téléfilm. Je veux dire, 1,4 million d'exemplaires. Il y a énormément de gens qui se seraient déplacés en salle pour le voir. Ajoutons à cela le fait que d'autres personnes curieuses seraient allées voir le film. Honnêtement, je pense qu'une autre société de production aurait pu rentrer dans ses frais en faisant ça au cinéma. Après, je pense que TF1 ont été les premiers à contacter Melissa d'Acosta, donc elle s'est dit, mon premier roman qui peut être adapté par TF1 en plus, c'est quand même un grand nom. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est un peu une société de production à la chaîne qui produit des téléfilms de qualité plus ou moins bof. Pour le coup, à la place de Melissa d'Acosta, je pense que tout le monde l'aurait fait, tout le monde aurait accepté, tout le monde aurait cédé les droits à TF1. Moi, je pense que ça aurait clairement pu être pris par une autre société de production qui aurait produit un film, une grosse même, vu que ça a été un best-seller et que ça a été un roman énormément vendu, je pense qu'une grosse société aurait voulu, aurait pu s'en occuper, mais ça on ne saura jamais, ou alors une société de production un peu plus indépendante aurait pu prendre en charge le film et aurait sûrement fait un truc beaucoup plus intéressant, parce que on va en parler tout à l'heure, mais là c'est vraiment un produit lisse, pas intéressant et juste fait pour boucher les trous. Clairement, Melissa d'Acosta n'est absolument pas responsable de cette œuvre. Il y a eu des énormes polémiques sur le fait que c'était elle qui avait laissé faire n'importe quoi, etc. Elle a juste vendu ses droits et après, je pense qu'elle n'a pas eu son mot à dire sur le film. Même si mon adaptation de rêve aurait été sûrement un film indé qui fait 3h30 et qui aurait pas forcément hyper bien marché, c'est ce qui nous aurait fourni la plus belle et la plus fidèle adaptation. J'ai vu plein de personnes sur les réseaux dire qu'ils auraient préféré que ce soit une mini-série, toujours faite par TF1, etc. Bon, comme je vous l'ai dit, selon moi, c'est pas le meilleur choix. Et ce qui posait problème, c'était la durée du film. Le livre fait plus de 700 pages, le film dure 1h30, c'est vrai qu'il fallait faire énormément de coupes, et des gens ont dit qu'ils auraient préféré voir une mini-série. Sauf que
Selon moi, c'est pas la solution, puisqu'ils auraient juste rajouté des choses inutiles. Pas un problème de temps, puisque dans 1h30, je vous jure qu'il y a plein de scènes qui sont inutiles. La volonté n'était pas de faire une œuvre fidèle. Et puis surtout, il y a une autre chose auquel j'ai pensé quand j'ai lu justement un article ce matin qui est sorti pour parler de Tout le bleu du ciel. Et en gros, c'était Melissa d'Agosta qui était interrogée et qui lui ont demandé pourquoi est-ce que il y avait autant d'humour dans l'adaptation de ce roman qui est hyper triste. Elle a répondu à ça, ben écoutez, c'est la télé, il faut faire des choses un peu péchues, un truc un peu good vibes, même s'il y a des scènes qui sont très tristes, etc. Et ça, selon moi, ça met le doigt sur le fait que TF1 voulait faire un produit TF1. Ils s'en foutaient complètement du livre de base, ils ont juste mis le titre, ils ont pris les noms des personnages, ils ont essayé de faire un truc, mais leur souhait, je pense, c'était de créer quelque chose qui leur ressemble à eux, qui va brasser énormément de monde, faire un truc grand public, etc., un truc où on rigole un petit peu, un truc où on chiale un peu. Il y a plein de gens qui vont dire non mais c'est pas grave que l'œuvre soit pas fidèle, il faut prendre ça comme deux choses complètement différentes. Ok, mais même le film en lui-même est mauvais et raté. C'est-à-dire qu'on a un enchaînement de scènes, comme je vous l'ai dit, comique, tragique, etc., en boucle, histoire de faire des petits ascenseurs émotionnels, sauf que, au final, c'est pas cohérent, tu viens de te taper la barre de ta vie, tu vas pas chialer à la fin. J'ai rigolé à la fin. Spoil ou pas? Non, il est malade, il lui reste 2 ans à vivre, donc vous vous doutez qu'à un moment il va mourir. Il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de travail sur les personnages, la relation entre les deux qui est censée être le cœur du film. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui ont justifié le fait que les personnages n'étaient pas très approfondis au niveau de leur backstory, alors que dans le livre, ils le sont énormément. Donc ok, vous voulez pas vous occuper de la backstory des personnages. Vous voulez faire un truc qui est concentré sur le présent avec une seule trame narrative, mais faites-la bien. Alors, développer leur relation et leur complicité sur le moment. Mais là, on n'a rien. Le personnage d'Émile est absolument immonde, antipathique, à fond, alors que c'est pas du tout le cas dans le roman. Alors ok, il est un petit peu ironique, il est un peu bourru. Dans le film, il est abject. Vraiment. Sa réplique préférée, c'est dire à Johan « Pourquoi tu fais la gueule ?» Mais de toute façon, toi, tu fais que la gueule, etc. Il lui dit ça toute la journée. Mais oui, je la comprends, Johan. Déjà que c'est une personne qui est extrêmement réservée et timide, mais si en plus tu la saoules parce qu'elle sourit pas, tu crois qu'elle a envie de te sourire? Non. C'est littéralement un gros lourd. Il fait des blagues. Pas drôle. Il essaye même pas de discuter correctement avec elle. Ah, franchement, moi, leur love story, j'y ai pas cru. Hein. Et même Joanne, elle est hyper renfermée. On n'a pas l'impression qu'elle s'ouvre beaucoup à lui. Et d'un seul coup, bam, la romance se fait. Il n'y a aucune complicité. Et on parlait tout à l'heure du fait que TF1 avait dit que ces deux acteurs-là avaient une alchimie de fou parce qu'ils avaient déjà fait une série ensemble. Je trouve pas. Il y a des gens qui ont dit ouais, le film est pas fidèle au livre, mais au moins les acteurs jouent bien. Mais même ça, je suis pas d'accord. Camilou qui voulait absolument que Joanne soit habillée en noir parce que dans le livre elle est habillée en noir. Alors oui, elle est habillée en noir, mais c'est pas ça qui fait son identité. Là, elle a juste l'air hyper fantomatique, elle a le regard dans le vide. Oulala, elle réfléchit, elle doit avoir une backstory horrible. La backstory, parlons-en. Si vous vouliez pas développer l'histoire avec son fils, la perte de son fils, etc., n'en parlez pas. Mais là, dès la première nuit dans le van, elle se met à murmurer le prénom de quelqu'un, de son ex et de son fils. Et puis après, la big révélation du fait que elle a perdu son fils, elle est faite avec un plan fixe, une lumière, même pas une lumière, une colorimétrie dégueulasse, c'est bleu, c'est immonde. Et on a une voix off de l'ex qui raconte « Oui, ça s'est passé comme ça. Ça dure 1 minute 30, zéro émotion, on sent surtout que, pour le coup, sa backstory donne le titre au film Tout le bleu du ciel. C'est aussi ça qui m'a fait péter un câble. Le seul moment où on parle du ciel, c'est à la fin, quand Johan dit à Émile « Tu vois le ciel, il est rose. » Et genre, ça se finit
quasiment comme ça. Je me suis dit, mais les gens qui n'ont pas lu le livre ne doivent pas comprendre pourquoi est-ce qu'on parle du ciel qui est rose et le film s'appelle Tout le bleu du ciel, c'est complètement con. Bon, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas lu le livre, pourquoi Tout le bleu du ciel s'appelle Tout le bleu du ciel? Parce que justement le fils de Johann adorait faire de la peinture et notamment la couleur bleue qui l'inspirait énormément. Et donc il y a tout un parallèle entre le bleu de l'eau, le bleu du ciel. Et là on a cette histoire de ciel rose dans le film, mais ça n'a aucun sens, aucun sens. Surtout qu'on ne développe pas, comme je vous l'ai dit, sur la vie de son fils, alors que dans le livre on a énormément de flashbacks du début de sa relation avec son ex jusqu'à la mort de son fils. Et là on n'a rien, on a juste le plan sur le lac où on nous dit oui, il est mort. On n'explique même pas que c'est la faute, entre guillemets, la faute de l'ex. Ce qui est aussi assez choquant, en tout cas moi ce qui m'a interpellée dans le film, c'est qu'à un moment, Johann et Sébastien, il me semble, sont sur la plage et il y a Émile qui joue dans l'eau, il me semble, et Sébastien demande à Johann qu'est-ce qu'il a, Émile, parce que ça se voit qu'il est malade, et il lui sort il est autiste, et elle fait ouais, parce qu'en gros elle veut pas expliquer qu'il a un Alzheimer précoce et qu'il va bientôt mourir, donc elle répond ouais, il est autiste. Déjà pourquoi tu dis ça? Et en plus, pour le coup, là c'était vraiment un foutage de gueule par rapport au livre, parce qu'on apprend justement dans le livre que son fils était autiste et c'est pour ça que son ex avait énormément de mal à le gérer et ça a causé beaucoup de disputes, beaucoup de souffrances dans leur couple et dans leur famille. En ayant ça en tête, comment est-ce que la version film de Johann peut répondre oui, genre oui il est autiste? Bah non, ça n'a rien à voir, et puis par rapport au personnage, ça n'a juste aucun sens. Je continue à vous dire pêle-mêle ce qui m'a dérangée dans le film. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens disent en 1h30 on peut pas commencer 700 pages, etc. Blablabla. D'accord. Pourquoi est-ce que vous gardez une scène où Émile couche avec une autre fille au début en sachant qu'on ne va plus jamais la revoir? Scène de sexe gratuite. Tout comme le fait que Émile et Johann couchent ensemble 2 fois dans le film, alors que dans le livre c'est 1 fois. Et en plus, la foi n'est pas respectée. C'est-à-dire que la scène dans la maison à Noël n'existe pas, alors que c'est un moment hyper charnière dans le livre, juste après, ou juste avant le moment où il couche avec l'autre fille au début du film. On a Johann qui fait une citation et lui fait c'est quoi ton problème avec les citations? Il s'en sert même pour l'embrouiller parce qu'il lui fait de toute façon toi t'aimes trop te cacher derrière les mots des autres. Il n'en a pas sorti une seule depuis le début du film et elle n'en sortira plus jamais. Pourquoi t'es aussi antipathique? Je comprends pas. Une scène, une autre que je n'ai pas comprise dans le film, c'est la scène du karaoké. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il faut savoir que cette scène n'existe pas dans le livre. Et je pense qu'il y a une très bonne raison. Et d'ailleurs, Melissa d'Acosta elle-même a dit ça. Je l'ai vu dans une interview où elle explique justement que quand elle a lu le scénario, elle a vu la scène du karaoké et elle a expressément dit cette scène ne va pas avec mon livre. C'est un livre qui prend énormément son temps, qui a beaucoup de descriptions de paysages, où la méditation et la contemplation est la clé, et vous nous foutez une scène de karaoké. Bon, au final, Melissa d'Acosta a dit que quand elle avait vu le film, elle avait compris l'intention, etc. Non, on comprend pas. Ça matche pas du tout l'atmosphère du livre, ça matche pas du tout avec le personnage de Johann, parce que Émile arrive, il chante. Oh mon dieu, parlons-en. Qu'est-ce qu'il chante? Il chante Tu m'oublieras. On en parle tout de suite après. Il chante Tu m'oublieras et ensuite il y a Johann qui monte sur scène pour chanter avec lui. Alors déjà j'ai trouvé la scène, j'ai pas l'habitude de dire ça et ça m'énerve quand les gens me disent, j'ai trouvé la scène d'un cringe absolu. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, l'alchimie entre les deux acteurs, il y en a pas. Cette scène m'a mise mal à l'aise, vraiment. Johann prend le micro et commence à chanter Tu m'oublieras. Ça va pas du tout avec le personnage. Personnage qui est hyper timide, hyper réservé, qui n'aime justement pas se mettre en avant. Non, elle ne va pas chanter un karaoké et puis elle va pas déclarer sa flamme à Émile comme ça. Maintenant, on peut prendre quelques instants pour parler de un petit peu la bande originale du film. La chanson Tu m'oublieras de La Rousseau.
je pense que vous connaissez. Chanson des années 90-2000. En plus, elle arrive dès le début du film, quand ils rentrent tous les deux dans le van. Émile allume la radio et il y a Tu m'oublieras de la Rousseau. Et puis en plus, ils la mettent plein de fois dans le film et c'est à ce moment-là où j'ai compris que c'était un petit peu l'hymne de l'adaptation. Hymne qui reviendra, comme je vous l'ai dit, pour la scène du karaoké. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Je pense que tout le monde connaît les paroles, tu m'oublieras, blablabla. Ça parle de quelqu'un qui oublie une autre personne. Je vous rappelle que Émile est atteint d'un Alzheimer précoce. Donc oui, effectivement, il oubliera Joanne. Ce qui devait être de l'ironie tragique est selon moi lourd. Mais d'un lourd. C'était lourdingue. Vraiment. En plus, dans la scène du karaoké, ils se regardent et tout. Et elle chante du coup le Tu m'oublieras avec un air tellement, mais tellement émotionnel. On rigole. Parlons encore de ce qui est un petit peu autour de l'histoire. La colorimétrie, comme je vous l'ai dit sur la scène du flashback, ils ont mis un vieux filtre bleu. On dirait que c'est moi qui l'ai fait avec mes maigres connaissances de montage. Et on a une autre scène aussi où il y a ce truc bleu dégueu pour bien nous préciser que c'est le moment un petit peu dramatique où il faut pleurer. Tu as besoin de changer de colorimétrie pour dire aux gens que c'est le moment triste. Pose-toi des questions. Et puis, c'est moche. Il y a le côté effectivement très téléfilm. Je ne suis pas une énorme cinéphile. Les gens qui commentent les plans, soit je comprends pas, soit ça me saoule un peu et je me dis bon, au pire on s'en fout. Mais là, pour le coup, vraiment, j'avais l'impression qu'ils avaient posé la caméra, qu'ils étaient en mode faites votre scène et ils étaient partis en pause déj. Même les paysages qui sont, comme je vous l'ai dit, un gros élément dans le livre, même les paysages ne sont pas respectés, ils sont dans des lieux magnifiques. Et ils les filment comme ça, quoi. En mode ta grand-mère qui est partie en vacances dans les Pyrénées et qui te fait une vidéo pour te montrer que c'est beau, quoi. Au niveau toujours du montage et du découpage, 1h30, le film, rappelons-le, il faut faire des ellipses, il faut sauter des passages. Si ta coupe, ton montage, tu es obligé de le justifier à l'oral, c'est compliqué. J'ai 2 exemples en tête comme ça. T'as un cut, tu passes d'un endroit à l'autre, au niveau de l'intrigue, tu passes aussi du coq à l'âne, et tu le justifies par le fait que la personne, le personnage, perd la mémoire. Bah oui, c'est pour ça qu'on est passé de la mer à la communauté dans la campagne. C'est parce qu'en fait, Émile, il a perdu la mémoire, donc il se souvient pas, mais en fait, il a changé d'endroit. Bah du coup, vu que l'histoire n'est pas du point de vue d'Émile dans le film, et qu'elle a un point de vue un petit peu omniscient, t'étais censé voir les scènes de transition. Vous savez, c'est tout bêtement. Faut des scènes de transition dans des films et tu peux pas te permettre de faire un cut et de dire oui mais c'est parce qu'il perd la mémoire. Franchement à ce moment-là je me suis dit on me prend pour une débile. J'ai oublié un élément, ça va dans tous les sens. J'ai oublié un élément de backstory. Donc on a parlé de la backstory de Joanne. La backstory d'Émile, dans le livre, on suit sa relation avec son ex, Laura, qui est un personnage très important, et aussi sa relation avec son meilleur ami qui s'appelle Renaud. Dans le film, pas du tout. Et comme je vous ai dit, si tu veux vraiment pas parler de la backstory du personnage et te concentrer sur le présent, fais-le, mais fais-le de bout en bout. Parce que là, à une table, à un moment, à un resto, il commence à parler à Joanne de « Non mais tu sais, il y avait quelqu'un dans ma vie avant. » Quand tu as lu le livre, tu te dis « Ah, ok, le personnage Laura va être introduit. » Et à la fin, quand il perd énormément la mémoire et commence à appeler Joanne Laura. Et donc ça arrive une fois. Et dans le livre, c'est vraiment un moment lourd, très important, un moment où, en tant que lecteur, tu ne te sens pas très bien. Sauf que là, tu ne sais pas qui est Laura, donc ça gâche tout. D'ailleurs, la fin est gâchée. Voilà. Parlons de la fin. Dans le livre, la révélation de la grossesse de Joanne est faite dans l'épilogue. Épilogue qui n'existe pas dans le film. Mais bon, très bien. Sauf que 3/4 du film, je pense, Joanne prend la main d'Émile pour la mettre sur son ventre et à ce moment-là, je me suis dit ok, vous êtes en train de spoiler la grossesse de Joanne
bien avant le twist final. Ce qui fait que ça redescend un petit peu comme un soufflet. Et que du coup, la dernière scène, quand on voit effectivement le ventre de Johan à la fin, quand ils sont sur le ponton là, devant la mer, on voit son ventre, sauf qu'à aucun moment on explique. Et j'ai discuté avec des gens qui n'ont pas lu le livre et qui se sont dit, mais du coup c'est l'enfant d'Émile ou pas? Parce que vu que Johan est un petit peu bizarre tout le long et qu'il y a une histoire avec l'ex, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais en fait je savais pas si c'était l'enfant d'Émile ou si c'était l'enfant de l'ex, et du coup c'était pour ça qu'elle était partie. Parce qu'elle voulait fuir un ex pas ouf. Et je me suis dit, ah ouais, bordel. Là, ça montre que le film, il est vraiment raté. Vraiment. Parce que la grossesse de Joanne et le fait qu'elle attende un enfant d'Émile, c'est ça qui fait la chute. C'est ça qui donne l'impression d'une boucle ou d'un recommencement. Et là, c'est pas respecté, quoi. Voilà, pour terminer un petit peu sur la fin de l'œuvre. Comme je l'ai dit dans le film, ça se passe sur un ponton face à la mer. Elle lui fait la fameuse réflexion, regarde le ciel, il est rose. Alors que dans le livre, ça se passe pas du tout comme ça. Ils sont dans un refuge, ils sont tous les deux. Elle appelle aussi sa mère et sa sœur. Sa mère et sa sœur, elle les rencontre et elle parle avec elle bien avant. Sa sœur, justement, c'est à elle qu'elle va annoncer sa grossesse et le fait qu'elle est un enfant d'Émile. Et ça, c'est pendant les funérailles d'Émile. Les funérailles d'Émile, on les voit pas dans le film, puisqu'on s'arrête sur le fait qu'il meurt dans un fauteuil roulant face à la mer. J'ai pas compris pourquoi. En plus, je trouve que le plan est mal fait. On le voit faire tomber l'espèce de porte-clés. Déjà, pourquoi un porte-clés? On n'a jamais vu ce porte-clés. Il n'y a aucun rapport. Dans le livre, il n'y a pas d'histoire de porte-clés non plus. Donc, j'avoue, j'ai pas compris. Apparemment, c'était un choix esthétique du réalisateur pour... parce que ça matchait plus avec l'énergie qu'il voulait donner. Bah écoute, non, c'est flingué. Pour toutes ces raisons, et pour quelques autres que j'ai omis parce que ça me semblait pas être le principal et ce qui m'avait le plus marqué. L'adaptation, selon moi, est une adaptation qui a été faite à l'arrache complètement. On a vu que le livre se vendait bien. TF1 s'est dit on va acheter les droits, on va faire un téléfilm comme ça, pas trop d'investissement au niveau moyen. On va faire ça rapidement, on va en faire un produit qui passera à la télé. Là pour l'instant il passe à la télé qu'une seule fois, mais je pense qu'ils vont le remettre de temps en temps. Voilà, ça a été un truc fait pour faire du beurre, comme à peu près tout ce qui sort, on va pas se mentir, hein. L'industrie du cinéma, c'est une industrie, ça doit faire de l'argent, ça doit ramener du monde, ça doit créer aussi en masse, donc on n'a pas forcément le temps d'avoir beaucoup d'ambition, et on n'a pas le temps de travailler énormément sur les œuvres puisqu'il faut en sortir tous les soirs pour le programme de 21h quoi. Moi vraiment, comme je l'ai dit, mon adaptation de rêve, ça aurait été un film indé avec des acteurs qu'on connaît pas, des acteurs qu'on aurait révélés au grand jour, tout comme Tout le bleu du ciel a révélé Melissa d'Acosta. Je trouve que ça aurait été une boucle intéressante. Un film qui dure longtemps, où il y a des grands plans sur les paysages. Ils ont aussi dit oui... on n'a pas mis la méditation dans l'histoire, alors que selon moi c'est encore une fois l'essence. On n'a pas mis la méditation, on n'a pas mis beaucoup de paysages parce que ça ennuie les gens qui regardent la télé. C'est pas l'essence de l'œuvre. Si tu voulais faire un produit commercial qui fait un peu chialer, t'aurais pu faire une production qui ressemble un petit peu, juste enlève le titre et enlève le nom des personnages et c'est bon. T'avais ton truc. Après, franchement, mon avis a été énormément partagé. C'est-à-dire que c'est pas une opinion impopulaire là que je vous livre. Les gens n'ont pas aimé l'adaptation pour plein de raisons. Quand le film est sorti, il y a eu plein de vidéos sur TikTok de format court, etc. Comme quoi le film était une déception parce que ça respectait pas l'histoire du livre. Pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. Et il faut pas s'arrêter à... Oui, la backstory de Joanne, elle est pas hyper bien exploitée. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est pas exploitée. Pourquoi est-ce que, au final, le rendu est pas bon. Il faut voir aussi le film comme une entité autonome et le film en soi est mauvais au-delà du fait que ce soit une mauvaise adaptation. Encore une fois, ça méritait pas du tout toute la polémique. Je veux dire, Melissa d'Acosta elle a reçu apparemment des messages et des messages et des messages et des messages sur les réseaux sociaux pour dire que c'était de la merde, qu'elle était responsable, etc. Je pense que
c'est pas du tout de sa faute et que c'était pas forcément hyper pertinent d'envoyer le message à l'autrice en mode ouais, t'as vu ton œuvre, c'est devenu de la merde quoi. Ça n'enlève rien au livre. D'ailleurs, il me semble qu'elle a fait une pause des réseaux sociaux à ce moment-là parce qu'elle a reçu une vague trop importante de haine. Je trouve ça quand même abusé. Hein. Après, elle a dit dans plusieurs interviews qu'elle s'y attendait pas du tout. Pourtant, je vais ressortir un post que j'avais screené. Donc, il me semble que c'était le matin avant la sortie de Tout le bleu du ciel. Et j'avais l'impression qu'elle essayait déjà d'anticiper les critiques. Donc, le fait qu'elle dise qu'elle s'y attendait pas du tout à ce que ce soit un flop, selon moi, le message prouve un petit peu le contraire. Elle nous dit par exemple: je sais que vous êtes nombreux à avoir hâte, mais aussi très peur de ne pas retrouver vos personnages, votre roman. Il s'agit d'une adaptation, et une adaptation est toujours faite de choix, de coupures qui sont obligatoires, de quelques libertés, qui répondent à des choix scénaristiques pas forcément visibles pour le grand public, et pourtant, je vous le garantis, l'âme du roman est là, l'émotion est intacte. Alors je vous invite à vivre cette aventure en oubliant les 700 pages que vous avez lues, en vous laissant porter par ce duo d'acteurs, par la sensibilité du scénariste, de la réalisation, etc. Redécouvrez cette histoire avec un regard neuf, libre, dans l'instant présent et seulement dans l'instant présent, sans être dans la chasse aux détails ou l'expectative de telle ou telle scène, la magie opérera. Selon moi, elle est très consciente à ce moment-là que les coupes qui ont été faites vont être pointées du doigt, et comme je vous l'ai dit, oui, on peut pas avoir exactement la même chose. Un livre, un film, c'est pas le même média. En plus de ça, l'œuvre est assez épaisse, mais moi l'excuse elle passe pas. Après, comme j'ai dit, c'est pas de sa faute, mais non, ça ne justifie pas le fait qu'ils aient complètement saboté l'œuvre, qu'ils l'ont lissée. C'est une œuvre un peu ovni, vous voyez, qui est sortie de nulle part. On s'attendait pas à ce qu'elle ait un succès incroyable, mais ça a marché. Et là, on perd tout le côté unique de l'œuvre et on a un énième téléfilm pas dingue quoi. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'adaptation Tout le bleu du ciel. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me donner vos avis en commentaire. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Salut!